Les tendances économiques avec vous, Jean-David Haddad. Comment est-ce que les économistes définissent l'innovation? Qu'est-ce que c'est concrètement? Une innovation, c'est une nouveauté qui peut être une nouveauté technologique qui soit améliore un bien de consommation, par exemple un téléphone portable, un téléphone nouveau cri qui intègre d'autres fonctionnalités que le précédent, ou qui améliore un processus de production. Par exemple, un ordinateur qui est un bien de consommation, mais qui est aussi un bien de production pour produire, donc qui intègre de nouvelles fonctionnalités. Il y a eu les ordinateurs tactiles, etc. Ça permet d'aller plus vite, ça permet d'intégrer de nouvelles fonctionnalités, donc de mieux produire. Voilà. Mais c'est une nouveauté dans tous les cas, donc, qui peut être une idée, mais qui peut être souvent une amélioration, qui améliore quelque chose. Et nous sommes tous en contact avec cette innovation au quotidien, finalement. Au quotidien. Quel est le rôle de l'innovation dans l'économie aujourd'hui? Alors, l'innovation, à la fois, elle crée des emplois, puisque quand on lance une innovation, quand il y a un nouveau produit, il y a forcément de nouveaux modes de production ou de nouvelles organisations, production ou d'organisation sociale, et donc il y a de nouveaux emplois qui sont créés. Mais elle en détruit, par ailleurs, puisque lorsqu'on crée une innovation, on détruit forcément quelque chose. Si je prends par exemple, quand j'étais enfant, par exemple, je me rappelle quand on appelait à l'étranger, on appelait en PCV, il y avait une opératrice derrière le téléphone qui, voilà, aujourd'hui tout ça a disparu parce qu'aujourd'hui on prend le smartphone, des emplois supprimés, mais des emplois créés aussi, des emplois d'ingénieurs pour développer les smartphones, pour penser, voilà, une innovation, c'est à la fois créateur et destructeur. Et puis une innovation, ça améliore la productivité à la base. Quand vous avez vous aviez votre vieil ordinateur qui a une dizaine d'années. Vous achetez un nouvel ordinateur avec toutes les fonctionnalités actuelles. Vous allez aller plus vite. Vous allez naviguer plus vite sur Internet, vous allez avoir accès plus rapidement à vos fichiers. Donc à la fin de la journée, vous allez gagner quelques minutes. Ces quelques minutes que vous gagnez à la fin de la journée, mises bout à bout au bout d'un an, ça vous fait plusieurs heures. Donc, en un même temps de travail, vous produisez plus. C'est ce qu'on appelle l'augmentation de la productivité. Le but de l'innovation, vraiment au cœur du projet, c'est ça, c'est gagner du temps, aujourd'hui. Gagner du temps, être plus productif, c'est-à-dire avec le même nombre d'heures de travail, produire davantage. C'est ce qui fait que d'ailleurs dans nos sociétés, puisque les innovations n'ont fait qu'arriver au cours des dernières décennies, c'est ce qui fait aussi dans nos sociétés qu'on a pu réduire le temps de travail, puisqu'on produit plus pour un même temps de travail. Alors on peut aussi dire on modifie pas le temps de travail et on produit plus pendant les heures de travail. C'est ce qui fait aussi qu'il y a de la croissance dans certains pays comme la Chine, puisque nous on a tendance à plus réduire les heures de travail dès qu'on peut le faire, alors que dans d'autres pays non, ils travaillent autant voire davantage, mais en étant plus productifs, plus efficaces, donc ils créent plus de richesses et ça améliore la croissance économique. Est-ce que cette innovation technologique, ce mouvement, il s'est accéléré ces dernières années? Ça date de quand? Depuis qu'on est rentré dans la révolution industrielle, il y a 2 siècles, ça a fait que s'accélérer. On est passé de la machine à vapeur au train, à l'avion, on est passé à l'électroménager, on est passé aux ordinateurs, à l'informatique, à Internet et maintenant à l'intelligence artificielle. Donc c'est pas du tout un phénomène récent, parce que là on a l'impression... Non, pas du tout. Pas du tout. Le téléphone, c'est une innovation. La lumière, l'électricité, c'est une innovation. Ça fait vraiment partie de notre quotidien depuis longtemps. Depuis la révolution industrielle. Est-ce que l'Europe, elle est bien placée en termes d'innovation au niveau mondial? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En 2010, les technologies de l'information et de la communication, donc c'est une partie importante aujourd'hui de l'innovation, représentent 7,6% du PIB en Europe et 23,8% aux États-Unis. L'Europe est très mal placée. On n'innove pas assez en Europe. Alors, comment et pourquoi? Alors, d'une part, je pense qu'on est beaucoup plus réfractaire à l'innovation qu'aux États-Unis, par exemple, puisque je prends les États-Unis en comparaison. En termes de prise de risque? Prise de risque, bien sûr, l'Europe est beaucoup plus conservatrice à ce niveau-là, vous l'avez bien dit, la prise de risque, effectivement, nous manquons de gens qui aiment prendre le risque, et rien dans notre culture, et surtout pas la culture qu'on nous communique lors de nos études, ne nous conduit à cette prise de risque. Mais il n'y a pas que la prise de risque, il y a aussi un certain tempérament réfractaire à l'innovation, et puis quand on voit bien aussi, l'innovation
Elle peut se faire dans la sphère privée, dans la sphère publique. Dans la sphère privée, les entrepreneurs, rien n'est fait pour les encourager à innover. On ne leur donne pas de subvention. Alors, si le crédit impôt recherche, mais bon, il faut aller courir après. C'est très administratif, si je parle de la France. Hein. Je ne parle pas de l'Europe, là, je parle de la France. C'est très administratif, il faut courir après. C'est pas évident de l'obtenir. Et il faut prouver par A plus B, il faut remplir des documents. La paperasse, l'administration qui tue l'innovation, d'une part. Et puis, tout le matraquage des startups avec les impôts et tout, même s'il y a aujourd'hui des aides, ben voilà, c'est quand même pas grand-chose. Et du côté de la sphère publique, toute l'innovation publique, ben écoutez, je vais vous donner un chiffre très clair. Un chercheur en France, en milieu de carrière, il gagne à peu près 3 000 € par mois. Aux États-Unis, il gagne 3 fois plus. Donc voilà, les cerveaux s'en vont. On le sait très bien. Et la fuite des cerveaux, c'est pas un phénomène récent. Ça fait quelques décennies que ça dure. Et je le comprends tout à fait. Si j'étais chercheur, moi, quel intérêt que j'aurais à rester en France à être payé 3 000 € alors qu'aux États-Unis, ils touchent 3 fois plus et ils sont beaucoup mieux accueillis, beaucoup mieux considérés et ils ont une meilleure image sociale. La fuite de nos chercheurs vers l'étranger, c'est un phénomène qui va s'accélérer dans les prochaines années, selon vous ? À un moment, ça ne s'accélérera plus parce qu'on n'aura plus de chercheurs. Alors, quelles sont les conséquences de ce que vous appelez des manques d'innovation en Europe et en France ? Bah écoutez, les conséquences, c'est que, comme on le voit sur le graphique là qui passe à l'écran, c'est que la zone euro pèse de moins en moins lourd dans le PIB mondial. Sur les 40 dernières années, donc, on est passé, la zone euro, de 22-23% dans le PIB mondial, donc dans la richesse mondiale créée, à 12% aujourd'hui, alors que la Chine s'envole, que les États-Unis sont quand même nettement mieux placés. On était à égalité avec les États-Unis en fait, et les États-Unis sont à 16%. C'est la Chine surtout qui explose, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Chine, l'innovation, la hausse de la productivité, ils traduisent ça en croissance. Ils traduisent ça en croissance puisqu'il n'y a pas les réductions de temps de travail, ils travaillent et du coup ils font augmenter leur richesse et c'est un petit peu ce qui se passe. Et dernière question, Jean-David, est-ce que les effets de la crise sanitaire et économique qu'on vit aujourd'hui liée au coronavirus, est-ce que les effets sont déjà visibles ? Les effets de la crise sanitaire sur l'innovation, sur la recherche. Alors paradoxalement, ça peut entraîner des innovations, en particulier dans le secteur pharmaceutique et autres. Et la crise sanitaire, on voit par exemple que le Nasdaq, l'indice boursier américain, a beaucoup progressé ces dernières années et depuis la crise, en particulier depuis la crise du coronavirus, il a explosé parce que justement aux États-Unis, il y a une grande inventivité et surtout une forte recherche des valeurs en bourse qui sont liées à ces secteurs de l'innovation. Et quand on voit d'ailleurs le CAC 40 et le Nasdaq sur les 15 dernières années, écoutez, on voit les conséquences d'une zone économique qui innove, les États-Unis. On voit leur indice boursier, et puis d'une zone économique qui a du mal à innover. Je ne dis pas qu'ils n'innove pas, on ne peut pas dire qu'on n'innove pas en France, je ne veux pas faire non plus du French bashing, mais on voit la différence entre le CAC 40 et le Nasdaq. Voilà. On continue à s'intéresser aux innovations technologiques dans notre rubrique consacrée à l'entreprise du moment. DroneVolt, son directeur financier, est notre invité.